Bonjour à tous, je suis Dr Armen, professeur Armen Astvatsatrian de l'Yerevan, c'est l'Arménie. Et vous êtes dans mon chaîne YouTube Dr Y, donc Dr Y, ou Dr Pourquoi, c'est moi. Aujourd'hui, on va parler des cardiomyopathies dilatées. Donc, asseyez-vous, prenez vos stylos, mes étudiants, et allez-y, mes amis. Non, pas uniquement les étudiants, mais bien évidemment, cher docteur, on y va. Allez. Donc, cardiomyopathie dilatée. Qu'est-ce que c'est une cardiomyopathie dilatée? Une cardiomyopathie dilatée est une dysfonction myocardique produisant une insuffisance cardiaque dans laquelle prédomine une dilatation et une dysfonction systolique ventriculaire. Les symptômes comprennent la dyspnée, la fatigue et des œdèmes périphériques. Le diagnostic est évoqué par l'examen clinique et par des peptides natriurétiques élevés, la radiographie pulmonaire, l'échocardiographie et l'IRM. Le traitement est dirigé contre la cause. Si l'insuffisance cardiaque est progressive et sévère, une thérapie de resynchronisation cardiaque, un défibrillateur automatique implantable, une réparation d'une régurgitation valvulaire démodérée à grave, un système d'assistance ventriculaire gauche ou une transplantation cardiaque peuvent être nécessaires. Donc, une cardiomyopathie est un trouble primitif des muscles cardiaques. La cardiomyopathie peut se développer à tout âge, mais est plus fréquente chez les adultes. Chez l'adulte de moins de 50 ans, environ 10% des sujets qui développent une cardiomyopathie dilatée ont plus de 75 ans. Aux États-Unis, le trouble survient chez environ 3 fois plus d'hommes que de femmes et chez 3 fois plus de personnes d'ascendance africaine que de blancs. Environ 5 à 8 personnes sur 100 000 développent la maladie, 100 000, chaque année. Chaque année, mes amis. Physiopathologie de la cardiomyopathie dilatée. En tant que trouble myocardique primitif, le dysfonctionnement myocardique d'une cardiomyopathie dilatée se produit en l'absence d'autres troubles pouvant provoquer un myocarde dilaté, tel qu'une maladie coronarienne occlusive grave ou des états dus à une surcharge pressionnelle ou volumique ventriculaire, par exemple hypertension, valvulopathie. On estime que chez certains patients, la cardiomyopathie dilatée débute par une myocardite aiguë, probablement virale dans la plupart des cas, suivie d'une période de latence variable, puis d'une phase de nécrose diffuse des myocytes myocardiques, due à une réaction auto-immune envers les myocytes altérée par le virus, d'une fibrose chronique. Quelle que soit la cause, le myocarde se dilate, s'amincit, se hypertrophie en compensation, ce qui induit souvent une insuffisance mitrale et ou une insuffisance tricuspidienne et une dilatation auriculaire. Les troubles touchent les deux ventricules chez la plupart des patients, seulement le ventricule gauche dans quelques cas et rarement le ventricule droit exclusivement. Donc les troubles touchent les deux ventricules chez la plupart des patients, seulement le ventricule gauche dans quelques cas et très rarement ventricule droit exclusivement. Donc la plupart des patients, c'est tous les deux ventricules. Tous les deux.
Des thrombus muraux peuvent se former en raison de la stase du sang lorsque la dilatation et le dysfonctionnement de la cavité soient importants. Des tachyarrhythmiques cardiaques compliquent souvent la myocardite aiguë et les formes dilatées tardives chroniques comme peut le faire le bloc atrioventriculaire auriculoventriculaire et une fibrillation auriculaire est fréquente lorsque l'oreillette gauche se dilate. Étiologie. Si on parle d'étiologie de la cardiomyopathie dilatée, la cardiomyopathie dilatée a plusieurs causes connues et probablement beaucoup de causes non identifiées. Plus de 20 virus peuvent causer une cardiomyopathie dilatée. Dans les régions tempérées, le virus Coxsackie-B est le plus fréquent. En Amérique centrale et du Sud, maladie de Chagas, en raison de Trypanosoma cruzi, est la cause infectieuse la plus fréquente. D'autres causes sont une tachycardie prolongée, c'est-à-dire chronique, la toxoplasmose, la thyrotoxicose et le beriberi. De nombreuses substances toxiques, en particulier l'alcool, plusieurs solvants organiques, le fer et des ions métalliques lourds et certains médicaments de chimiothérapie anticancéreuses, par exemple doxorubicine, trastuzumab, sont cardiotoxiques, et ça on le sait très bien. Une ectopie ventriculaire fréquente, soit disons que plus de 10 000 extrasystoles ventriculaires par jour, a été associée à un dysfonctionnement systolique ventriculaire gauche. Le stress émotionnel soudain et d'autres états hyperadrénergiques peuvent déclencher une cardiomyopathie dilatée aiguë, qui est habituellement réversible, comme une cause par des tachycardies prolongées. Donc, le stress émotionnel soudain et d'autres états hyperadrénergiques peuvent bien sûr déclencher une cardiomyopathie dilatée aiguë qui est habituellement réversible. Un exemple est la cardiomyopathie aiguë par le ballonnement apical, également appelée cardiomyopathie Takotsubo, cardiomyopathie d'effort ou un syndrome du corps brisé. Mais entre nous, bon, dans ces troubles, généralement la pointe et parfois d'autres segments du ventricule gauche sont affectés, provoquant une dysfonction pariétale régionale et parfois une dilatation focale, ballonisation. Les facteurs génériques jouent un rôle dans 20 à 35% des cas. Plus que 60 gènes en LOCI et LOCI sont impliqués. Symptomatologie de la cardiomyopathie dilatée. Le début de cardiomyopathie dilatée est habituellement progressif, sauf dans la myocardite aiguë, pas aiguë, mais aiguë. Ok. La cardiomyopathie ballonisante apicale aiguë et la cardiomyopathie induite par une tachyarrhythmie, environ 25% des patients qui présentent une cardiomyopathie dilatée ont de douleurs thoraciques atypiques. Les autres symptômes dépendent du ventricule atteint. La dysfonction du ventricule gauche entraîne une dyspnée d'effort et une fatigue due à une pression diastolique élevée du ventricule gauche et une diminution du débit cardiaque. L'insuffisance du ventricule droit entraîne des œdèmes périphériques et une distension des veines du cou. Rarement, le ventricule droit est atteint de façon prédominante chez des patients plus jeunes. Des troubles du rythme auriculaire et la mort subite due à des tachyarrhythmies ventriculaires malignes sont typiques.
Et concernant le diagnostic de cardiomyopathie dilatée, RX thorax, donc röntgénogramme du thorax, RX thorax, électrocardiogramme EKG, ECG, électrocardiogramme, échocardiographie, ECG, échocardiographie, IRM cardiaque, biopsie endomyocardique dans certains cas, bien sûr. IRM, c'est résonance magnétique, oui. Biopsie endomyocardiaque, comme je dis, dans certains cas, et recherche de la cause comme indiqué. Les diagnostics des cardiomyopathies dilatées reposent sur l'anamnèse, l'examen clinique et l'exclusion des autres causes fréquentes d'insuffisance ventriculaire. Donc, par exemple, insuffisance ventriculaire peut être par hypertension systémique, valvulopathie primitive, infarctus du myocarde. En particulier, en cas de cardiomyopathie dilatée sans cause évidente, une anamnèse familiale attentive doit être effectuée pour identifier les membres de la famille qui ont une possible maladie cardiaque à début précoce, une insuffisance cardiaque ou une mort subite. Dans de nombreux centres, les membres de la famille du premier degré sont dépistés à la recherche d'un dysfonctionnement cardiaque comme par échocardiographie. Les autres causes fréquentes des insuffisances ventriculaires doivent être exclues, une RX thorax, un ECG, une échocardiographie et une IRM cardiaque sont nécessaires. Une biopsie endomyocardique est effectuée dans des cas sélectionnés. Les marqueurs cardiaques sériques sont mesurés en cas de symptômes aigus, ou de douleur thoracique. Bien que typiquement indicateur d'une ischémie myocardique, le taux de troponine est souvent élevé dans l'insuffisance cardiaque, en particulier en cas d'altération de la fonction rénale. Bon, les taux de peptides natriurétiques sériques sont généralement élevés en cas d'insuffisance cardiaque. Les cas spécifiques suspectés cliniquement sont diagnostiqués. Si aucune cause spécifique n'est cliniquement apparente, la ferritine sérique et les capacités de fixation du fer ainsi que les taux de TSH sont mesurés. Du test sérologique pour toxoplasme, coxsackie, coxsackavirus et les écovirus peuvent être effectués dans les cas appropriés. Le RX thorax montre une cardiomégalie habituellement aux dépenses de toutes les cavités. Un épanchement pleural, en particulier droit, est souvent associé aussi à une hypertension veineuse, pulmonaire et d'œdème interstitiel. Et l'ECG peut montrer. Donc oui, quand je disais des tests sérologiques, c'était Trypanosoma cruzi, Toxoplasma, Coxsackie. Oui. Trypanosoma cruzi. Bon, l'ECG peut montrer une tachycardie sinusale, un sous-décalage non spécifique du segment ST avec des ondes T plates ou inversées. Parfois, des ondes Q pathologiques sont présentes dans les dérivations précordiales simulant un antécédent d'infarctus du myocarde, mais simulant. Un bloc de branche gauche et une fibrillation auriculaire sont fréquentes. L'échocardiographie montre des cavités cardiaques hypokinétiques dilatées et élimine les troubles valvulaires primitifs. Les anomalies segmentaires du mouvement pariétal peuvent également survenir dans la cardiomyopathie dilatée parce que l'atteinte peut être inégalement répartie. Donc, les anomalies segmentaires du mouvement pariétal peuvent également survenir dans la cardiomyopathie dilatée parce que l'atteinte peut être inégalement répartie. L'échocardiographie peut également montrer un thrombus mural. Les IRM cardiaques, résonance magnétique cardiaque, une image de résonance magnétique, est de plus en plus effectuée
est utile car elle fournit une image détaillée de la structure et de la fonction myocardique. La IRM avec gadolinium comme produit de contraste peut montrer une texture myocardique anormale des tissus de cicatrices. Cicatrice, c'est-à-dire un rehaussement tardif du gadolinium. Le profil de rehaussement tardif du gadolinium peut être diagnostique dans la myocardite active, la sarcoïdose, la dystrophie musculaire ou la maladie de Chagas. La tomographie par émission de position, PET, a été démontrée permettre le diagnostic de sarcoïdose cardiaque. Une angiographie coronaire peut être nécessaire pour exclure une maladie coronarienne comme cause de dysfonctionnement du ventricule gauche lorsque le diagnostic est incertain après des tests non invasifs. Les patients souffrant de douleurs thoraciques ou de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire et les patients âgés sont plus susceptibles d'avoir une maladie coronarienne. La biopsie peut porter sur chaque ventricule pendant le cathétérisme lorsque ces résultats peuvent modifier la prise en charge. La biopsie endomyocardique est indiquée si une myocardite à cellules géantes, une myocardite à eosinophile ou une sarcoïdose sont suspectés car ces résultats modifieront la prise en charge. Le pronostic de la cardiomyopathie dilatée est généralement mauvais. Bien que le pronostic se soit amélioré avec les protocoles actuels de prise en charge, par exemple, utilisation de bêta-bloqueurs, inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, antagonistes des récepteurs de minéralocorticoïdes, etc., etc. Ah oui, défibrillateurs cardioverteurs implantables ou thérapie de resynchronisation cardiaque, discutable. Mais de toute façon, oui, on a certaines améliorations de l'image. Mais environ 20% meurent au cours de la première année, puis environ 10% par an la suite. Environ 40 à 50% des décès sont subites dus à un trouble du rythme malin ou à un événement embolique. Le pronostic est meilleur chez les femmes que chez les hommes. Et les personnes d'ascendance africaine surviennent environ 2 fois moins longtemps que les blancs. Le pronostic est meilleur si une hypertrophie compensatrice préserve l'épaisseur de la paroi ventriculaire et pire si les parois ventriculaires s'amincissent. Si les parois ventriculaires s'amincissent nettement si le ventricule se dilate. Les patients dont la cardiomyopathie dilatée est bien compensée par un traitement peuvent être stables pendant de nombreuses années. Donc, traitement, on traite la cause. La cause, s'il y a une, bien sûr, si on sait la cause. Donc, cause traitée, s'il y a une cause à traiter. Thérapie standard de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite. Anticoagulant lorsque la fibrillation auriculaire ou une autre indication sont présentes. Parfois, cardioverteur défibrillateur implantable, thérapie de resynchronisation cardiaque, so-called c'est-à-dire Cardiac Resynchronization Therapy, CRT. Dispositif d'assistance ventriculaire gauche ou une transplantation. Immunosuppression dans la myocardite à cellules géantes, la myocardite à eosinophile ou la sarcoïdose. On corrige les causes curables, par exemple toxoplasmose, maladie de Chagas aiguë, hémochromatose, thyreotoxicose, beriberi. Les patients infectés par certains virus doivent avoir traitement
antirétroviral optimisé, mais c'est très 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 discutable. Sinon, le traitement est le même que pour l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite, inhibiteur des SCA, bêta-bloqueur, bloqueur des récepteurs de l'aldostérone, bloqueur des récepteurs de l'angiotensine 2, l'inhibiteur des récepteurs de l'angiotensine 2, inhibiteur des récepteurs de l'angiotensine D et inhibiteur de la néprélysine. Inhibiteur de la protéine sodium-glucose transportée, 2, CGLT, hydralazine nitrate, diurétique et digoxine. Des études ont montré que les patients qui ont une cardiomyopathie dilatée idiopathique répondent particulièrement bien au traitement standard de insuffisance cardiaque et font généralement mieux que les patients qui ont une cardiomyopathie ischémique. Ah, ça c'est très bien, ça c'est très vrai. Ça c'est très vieux que ils se font généralement mieux que les patients. Non, en comparant que les patients qui ont une cardiomyopathie ischémique. Cardiomyopathie ischémique, oui, c'est une très très mauvaise situation en comparant les cardiomyopathie dilatée. Tous les deux n'est pas d'un cadeau, mais de toute façon, cardiomyopathie dilatée, si ce n'est pas ischémique, bien sûr, c'est mieux que cela, que cardiomyopathie ischémique. Des précautions spéciales sont nécessaires dans le traitement des cardiomyopathies des péripartum. De nombreux médicaments, par exemple les inhibiteurs de l'SCA et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, doivent être évités pendant la grossesse en raison du risque d'effet nocif de le fœtus. Oui. De plus, ces médicaments ne sont pas recommandés chez les femmes qui allaitent, bien évidemment. L'anticoagulation orale prophylactique a été utilisée dans le passé pour prévenir le thrombus muraux dans d'autres formes de cardiomyopathie. Les anticoagulants chez les patients présentant une fonction du ventricule gauche réduite et un rythme sinusal restent controversés et leur utilisation dans cette situation n'est pas systématique. Tout à fait. La warfarine ou anticoagulant oral à action directe est recommandée lorsqu'une indication spécifique est présente. Par exemple, une embolie cérébrovasculaire antérieure, un thrombus cardiaque identifié, une fibrillation ou un flux auriculaire. Les directives de l'American Heart Association et de l'European Society of Cardiology recommandent d'envisager un traitement anticoagulant chez les patients présentant une cardiomyopathie des péripartum et présentant des fractions d'éjection très basses en raison du risque d'état hypercoagulable pendant la grossesse. L'héparine de bas poids moléculaire a été utilisée. La warfarine est probablement les anticoagulants oraux à action directe ne doivent cependant pas être utilisés pendant certains stades de la grossesse en raison du risque fœtal. Le traitement médical d'insuffisance cardiaque réduit le risque d'arythmie, mais un cardioverteur défibrillateur implantable peut être utilisé pour prévenir mort due à une arythmie soudaine chez le patient qui continue de présenter une fraction d'éjection réduite malgré un traitement médical optimal. Le bloc aurico-ventriculaire à la phase aiguë de la myocardite disparaît souvent. Une stimulation définitive n'est habituellement pas nécessaire en aigu. Cependant, une stimulation définitive peut être nécessaire si un bloc aurico-ventriculaire persiste ou se développe pendant phase chronique dilatée. Si le patient présente un intervalle QRS élargi avec une fraction d'éjection de ventricule gauche basse et des symptômes sévères malgré un traitement médical optimal, il faut envisager une thérapie de resynchronisation cardiaque. Certes, les patients atteints d'insuffisance cardiaque
réfractaires malgré les traitements peuvent être candidats à une transplantation cardiaque. Les critères de sélection comprennent l'absence de maladies générales associées, des troubles physiologiques, des résistances vasculaires pulmonaires élevées, irréversibles. Comme les dons sont rares, la priorité est donnée aux plus jeunes patients, habituellement 70 ans. Des dispositifs d'assistance ventriculaire gauche peuvent également être envisagés comme un traitement d'atteinte de la transplantation ou comme traitement de destination de certains patients. Par exemple, les patients qui ne sont pas éligibles à une greffe cardiaque. Un dispositif d'assistance ventriculaire gauche peut être utilisé comme traitement permanent chez les patients insuffisants cardiaques rétractaires, plutôt que comme une mesure temporaire avec la transplantation cardiaque. Eh bien, point clé. Dans la cardiomyopathie dilatée, le myocarde se dilate, s'amène et se hypertrophie. Dans la cardiomyopathie dilatée, le myocarde se dilate, s'amincit et se hypertrophie. Donc, hypertrophie, je ne sais pas, mais bon. Les causes comprennent l'infection, généralement virale, les toxines et les troubles métaboliques, génétiques ou de tissus conjonctifs. Effectuer une REX thorax, une ECG, une échocardiographie et une IRM cardiaque pour évaluer l'importance de la maladie et une biopsie endomyocardique chez les patients sélectionnés. Rechercher d'autres causes d'insuffisance cardiaque. Traiter la cause primaire si possible. Donc, et utiliser les mesures thérapeutiques standards de l'insuffisance cardiaque, par exemple les inhibiteurs DSA, et ça c'est enzyme de conversion de l'angiotensine, bêta-bloqueurs, les antagonistes des récepteurs de l'aldostérone, les inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine 2, de la néprilysine, inhibiteurs de la sodium-glucose, cotransporteur de protéines, CGLT2D, inhibiteur de la sodium-glucose transporteur 2. La hydralazine nitrate, les diurétiques, la digoxine, la défibrillateur automatique implantable et ou la thérapie de resynchronisation cardiaque. Utiliser des anticoagulants oraux et des immunosuppresseurs chez certains patients. Donc, je crois que c'est largement suffit. C'est largement suffit pour la cardiomyopathie dilatée. Merci pour votre attention. On se revoit dans les autres conférences. N'oubliez pas de s'abonner sur mon chaîne YouTube Dr. Y et de suivre cette chaîne-là. Pas uniquement s'abonner et faire rien, et foutre rien. Donc on se voit en C4. On se voit. Allez, ciao.